Lors d'un dîner rempli de mépris et de supériorité, un milliardaire tente d'humilier une serveuse modeste. Il ne s'attendait pas à être confronté à de la dignité et à une parfaite maîtrise de sa propre langue. Face à l'intelligence qu'il avait sous-estimée, son arrogance s'effondre en silence, et de cette rencontre improbable naît un chemin de respect et de transformation. Le jeudi soir tombait sur le 8e arrondissement, avec cette atmosphère si caractéristique de Paris, où le mouvement incessant de la ville semblait ne jamais s'endormir complètement. Les lumières des immeubles aux façades de verre se reflétaient sur les trottoirs mouillés par la fine pluie qui venait de cesser, et la circulation encore dense sur l'avenue Montaigne composait la bande-son urbaine qui rythmait la vie des Parisiens. C'est là, dans ce quartier où chaque mètre carré valait une fortune, et où les restaurants se disputaient étoiles et réputations, que se trouvait le Sakura Bistro, un établissement qui mêlait la sophistication orientale aux touches contemporaines de la gastronomie française. La salle principale était impeccablement décorée. Des tables en bois sombre poli, des chaises rembourrées dans des tons lit de vin, des luminaires bas qui créaient un éclairage intimiste et raffiné. Sur les murs, de discrets panneaux avec des idéogrammes japonais et des arrangements d'ikebana réalisés par une artiste locale conféraient à l'ambiance une élégance qui attirait hommes d'affaires, célébrités et tous ceux qui cherchaient non seulement un repas mais une expérience complète. Le fond sonore n'était qu'un murmure de conversation entrecoupé par le tintement discret des verres et des couverts en argent. Ce soir-là, une table au centre de la salle attirait l'attention par le volume des rires et la posture expansive de ses occupants. 6 hommes en costume sur mesure, des montres qui coûtaient plus cher qu'une voiture populaire, et cet air de ceux qui ont l'habitude d'avoir le monde à leurs pieds. Parmi eux se détachait Olivier Lefebvre, un homme d'affaires du secteur immobilier qui avait bâti un empire en érigeant des résidences de luxe dans toute la capitale et au-delà. Grand, les cheveux grisonnants coiffés en arrière avec du gel, un regard perçant et un sourire qui oscillait entre le séducteur et l'arrogant, Olivier avait 48 ans et la certitude absolue que l'argent achetait absolument tout, y compris le respect. Il gesticulait amplement en racontant comment il avait conclu une affaire de plusieurs millions dans les beaux quartiers avec une simple conversation de 15 minutes. Les autres riaient, certains parce qu'ils trouvaient cela réellement amusant, d'autres parce qu'ils savaient qu'il était prudent d'être dans les bonnes grâces d'Olivier Lefebvre. Il était connu dans le milieu des affaires non seulement pour son habileté, mais aussi pour sa langue acérée et pour ne pas hésiter à humilier quiconque il considérait comme inférieur. Pour lui, le monde était divisé entre les gagnants et les perdants, et il faisait sans équivoque partie du premier groupe. La conversation oscillait entre chiffres, investissements et commentaires dédaigneux sur les concurrents. Olivier prit le menu et fronça les sourcils en lisant les noms des plats en français et en japonais. D'un signe nonchalant, il attira l'attention d'un membre du personnel du restaurant. C'est alors que Julie Martin s'approcha de la table. Elle avait 29 ans, des cheveux châtains attachés en un chignon bas, des yeux sombres et sereins, et une posture qui mêlait professionnalisme et une dignité naturelle, qui semblait émaner d'elle, même sous le simple uniforme de serveuse. Julie travaillait là depuis près de 2 ans, depuis que sa vie avait été bouleversée et qu'elle avait dû abandonner son master de lettres à la Sorbonne pour s'occuper de son jeune frère, Lucas, âgé de 15 ans, après que leur mère fut partie en ne laissant que des souvenirs et des dettes. Elle connaissait bien ce type de client. Elle avait déjà fait face à l'arrogance et avait appris à garder la tête haute, le sourire poli et une patience inébranlable. Un bon service, se répétait-elle, était la meilleure réponse à toute grossièreté. Avec une légère inclinaison de la tête, Julie salua le groupe. « Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts à commander ou préférez-vous quelques minutes de plus pour choisir ?» Sa voix était calme, claire, sans aucune trace de servilité forcée, juste du professionnalisme. Olivier la toisa de haut en bas avec cet air de celui qui évalue un objet. Il échangea un regard complice avec ses amis et esquissa un sourire en coin. « Vous comprenez ce qui est écrit là ?» demanda-t-il en pointant le menu et en insistant sur chaque mot comme s'il s'adressait à quelqu'un ayant des difficultés de compréhension. « Parce que ces noms japonais sont un peu compliqués, vous savez. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier ces choses-là. » Le ton était condescendant, chargé d'une ironie à peine dissimulée. Certains de ses compagnons de table rirent doucement,
Julie respira profondément, garda son sourire et répondit avec tranquillité. « Bien sûr, monsieur, je peux vous expliquer n'importe quel plat du menu. Nous avons de merveilleuses options ce soir. » Le chef a préparé un spécial de saumon en croûte de sésame qui a reçu beaucoup d'éloges. Olivier se pencha en arrière sur sa chaise, croisa les bras et la fixa avec une lueur de défi dans les yeux. « Vous savez ce que je trouve intéressant ? Je parie que vous n'arrivez même pas à prononcer correctement ces noms. D'ailleurs, je parie encore plus. » Il fit une pause dramatique, regardant ses amis comme quelqu'un qui prépare son public pour un grand spectacle. « Je parie 1 000 € que vous ne pouvez pas me servir en japonais. 1 000 €, ici et maintenant. Qu'en dites-vous? Vous en êtes capable ?» Le silence qui s'installa fut presque palpable. Les tables voisines commencèrent à remarquer que quelque chose se passait. Certains clients tournèrent discrètement la tête. Le personnel du restaurant, qui connaissait Julie et son histoire, observait avec un mélange d'inquiétude et d'indignation contenue. Olivier restait là souriant, pensant qu'il ne faisait que s'amuser, exerçant son pouvoir et remettant quelqu'un à ce qu'il considérait être sa juste place. Julie sentit son cœur s'accélérer, mais pas de peur ou de honte. C'était autre chose. Une vague de souvenirs la traversa en quelques secondes. Les nuits blanches à la bibliothèque de la Sorbonne à étudier la grammaire japonaise. Les cours de phonétique avec Madame Nakamura. Le semestre qu'elle avait passé à Osaka en tant que boursière. Les projets de devenir traductrice, de travailler avec la littérature, de construire des ponts entre les cultures. Et puis, l'appel de l'hôpital, la nouvelle concernant sa mère. L'enterrement, Lucas pleurant dans ses bras. La décision impossible, mais nécessaire de tout abandonner pour subvenir aux besoins de son frère. Elle n'avait rien à prouver à cet homme. Mais à cet instant, quelque chose en elle décida que si, elle le prouverait. Pas pour lui, mais pour elle-même, pour ses années d'études, pour sa mère qui disait toujours que la connaissance était la seule richesse que personne ne pourrait jamais vous enlever. Pour toutes les fois où elle avait dû avaler des humiliations en silence parce qu'elle avait besoin de son emploi. Avec une sérénité qui la surprit elle-même, Julie répondit « J'accepte ». Le restaurant tout entier sembla s'être arrêté. Même le bruit des couverts cessa. Olivier cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. Il avait fait cette proposition comme une provocation, une forme de divertissement à ses dépens. Il n'avait jamais imaginé qu'elle accepterait vraiment. « Très bien », dit-il, reprenant rapidement et haussant le ton pour s'assurer que tout le monde autour entende. « Alors parlez-moi des vins, en japonais. Je veux savoir lequel vous recommandez pour accompagner le saumon. » Julie le regarda droit dans les yeux. Pendant un bref instant, le monde autour disparut. Il n'y avait plus qu'elle et ce défi. Elle respira profondément une fois, puis une autre. Et elle commença à parler. Les mots en japonais s'écoulèrent de sa bouche avec une prononciation impeccable, chaque syllabe articulée avec précision et naturelle. Elle recommanda un vin blanc spécifique, expliqua ses notes de saveur, décrivit comment il s'harmonisait parfaitement avec les plats à base de poisson, mentionna le vignoble, le millésime, et fit même une petite remarque sur la température idéale pour le servir. Elle parla pendant près d'1 minute entière, sans hésitation, sans trébucher, avec l'assurance de quelqu'un qui maîtrise complètement ce qu'il dit. Quand elle eut terminé, elle regarda de nouveau Olivier et, toujours en japonais, ajouta une dernière phrase qu'elle traduisit ensuite pour que tout le monde comprenne. « Et souvenez-vous, monsieur, que l'éducation et le respect n'ont pas de prix. Ils ne peuvent être achetés avec de l'argent. Ils ne peuvent qu'être appris. » Le silence qui s'abattit sur le Sakura Bistro à ce moment-là fut assourdissant. C'était comme si même l'air avait cessé de circuler. Les gens aux tables voisines la regardaient bouche bée. Un couple de messieurs âgés, près du mur, se mit à applaudir discrètement. Olivier était pâle, la mâchoire crispée, les yeux fixés sur Julie comme si elle était une apparition. Ses amis de table ne savaient plus où se mettre. Certains feignaient de regarder leur téléphone, d'autres trouvaient soudainement fascinant d'étudier le menu. L'un des serveurs, Rémi, qui travaillait avec Julie et la défendait toujours en coulisses, dut retenir un sourire. Béatrice Lambert, la propriétaire du restaurant, observait tout de loin avec une expression indéchiffrable. Olivier tenta de dissimuler. Il laissa échapper un rire forcé, regarda autour de lui, en quête d'une complicité qu'il ne trouva pas, et dit, d'une voix un peu plus basse, « Bon, on dirait que vous avez étudié.
Félicitations. Vous pouvez apporter le vin, alors. » Mais la défaite était inscrite sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis des années, Olivier Lefebvre avait été publiquement désarmé. Et non par quelqu'un de plus riche, de plus puissant ou de plus influent, mais par une serveuse qu'il avait tenté d'humilier et qui avait répondu non pas avec colère, non pas avec offense, mais avec la démonstration pure et simple de sa compétence et de sa dignité. Julie fit une légère révérence, comme elle l'avait appris dans ses cours de culture japonaise, et s'éloigna en direction du bar. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tapait la commande dans le système, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange d'émotions. Le soulagement d'avoir réussi, la tristesse d'avoir dû prouver quelque chose, la colère contenue d'avoir été mise dans cette situation, et une étrange sensation de victoire qu'elle ne savait pas si elle devait célébrer ou regretter. Rémi s'approcha d'elle derrière le comptoir et murmura « Julie, tu as été incroyable. Ce type a mérité chaque mot. » Elle sourit légèrement, encore en train de tout digérer. « Je voudrais juste que les gens soient polis, Rémi, c'est tout. Pourquoi est-ce si difficile ?»« Je ne sais pas, » répondit-il en secouant la tête. « Mais tu lui as donné une sacrée leçon aujourd'hui. Une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. » Tandis que Julie préparait le plateau avec le vin choisi, elle observa de loin la table d'Olivier. L'ambiance y avait complètement changé. La conversation était forcée, les rires avaient cessé. Olivier regardait son téléphone, visiblement perturbé, et de temps en temps, il jetait un regard dans sa direction avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la colère. Cela ressemblait à un mélange de honte et de curiosité. Quand elle revint pour servir le vin, elle fit tout avec le même professionnalisme que d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Elle expliqua brièvement la boisson, ouvrit la bouteille, servit une petite quantité pour la dégustation, selon le protocole, et attendit son approbation. Olivier se contenta d'hocher la tête, incapable de la regarder directement dans les yeux. Elle finit de servir tous les verres et demanda s'ils avaient besoin de quoi que ce soit d'autre. La réponse fut un non sec et mal à l'aise. Le reste du dîner se déroula dans un silence relatif. Le groupe d'hommes d'affaires commanda les repas, mangea sans grande conversation, et dès qu'ils eurent terminé, demanda rapidement l'addition. Olivier laissa un paiement généreux bien au-dessus du montant du repas, mais même cela ne sembla pas soulager l'inconfort qu'il portait. Quand ils se levèrent pour partir, il hésita un instant comme s'il allait dire quelque chose, mais finit par sortir sans se retourner. Julie ramassa les verres et les assiettes vides, sentant le poids de cette soirée sur ses épaules. Quelques clients la saluèrent en passant, louant son attitude. Une dame élégante aux cheveux blancs s'arrêta devant elle et dit à voix basse « Vous avez été merveilleuse, ma chère. Ne laissez personne éteindre votre lumière. » Julie la remercia d'un sourire sincère, mais à l'intérieur elle ressentait une profonde fatigue. À la fin de son service, il était presque minuit. Julie se changea dans le vestiaire, prit son sac à dos usé et dit au revoir à Rémi et aux autres collègues. La nuit était fraîche et elle resserra son manteau fin en marchant vers l'arrêt de bus. La rue était plus vide maintenant. Seules quelques voitures passaient et le son lointain d'une musique provenant d'un bar voisin. Elle pensa à Lucas, qui dormait probablement déjà dans le petit appartement qu'il partageait dans le 15e arrondissement. Elle pensa aux factures qui arriveraient dans quelques jours. Elle pensa aux rêves qu'elle avait dû reporter, peut-être pour toujours. Et elle pensa à cet homme, Olivier Lefebvre. Elle savait qui il était, bien sûr. Tous ceux qui travaillaient dans le quartier du 8e connaissaient au moins de nom les grands hommes d'affaires de la ville. Il avait construit certains des immeubles les plus chers de Paris. Il était photographié dans les soirées, apparaissait dans les chroniques mondaines, sa photo était publiée dans les magazines économiques. Un homme habitué à avoir le monde à ses pieds. Mais ce soir-là, pendant un bref instant, il n'avait été que quelqu'un qui s'était trompé. Quelqu'un qui avait sous-estimé la mauvaise personne. Et Julie ne le savait pas, encore. Mais cette rencontre était loin d'être terminée. Ce n'était que le début de quelque chose qui allait changer leurs deux vies de manière qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. 3 jours passèrent. Julie retourna à la routine du restaurant, servant les clients, souriant poliment, portant des plateaux lourds et écoutant les histoires et les plaintes de personnes qui, souvent, ne la voyaient même pas comme un être humain,
mais simplement comme une partie du décor. Elle était habituée. Cela ne faisait plus aussi mal qu'avant. Ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. Ce fut le dimanche soir, l'un des jours les plus chargés du Sakura Bistro, que Julie remarqua quelque chose d'étrange. Une table pour une personne avait été réservée et, en regardant la liste des réservations, elle vit le nom qu'elle ne s'attendait pas à revoir de sitôt. Olivier Lefebvre. Il venait seul cette fois. Quand il entra dans le restaurant, Julie sentit son estomac se nouer. Il portait une tenue décontractée, une chemise bleu clair sans cravate, un pantalon de tailleur et des chaussures en cuir, les cheveux toujours impeccablement coiffés. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était plus cette arrogance, affichée. C'était quelque chose de plus contenu, presque hésitant. Béatrice, la propriétaire, le conduisit personnellement à sa table. C'était une table discrète, près de la fenêtre, avec vue sur la rue illuminée. Olivier la remercia d'un signe de tête et s'assit. Julie observa de loin, ne sachant pas si elle devait le servir ou demander à Rémi de s'en charger. Mais avant qu'elle ne puisse décider, Béatrice lui fit signe et indiqua la table. C'était sa responsabilité. Respirant profondément, Julie prit le menu et s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue de retour au Sakura. » Sa voix était polie, mais il y avait une distance qu'elle n'avait pas auparavant. Olivier la regarda et pour la première fois, la regarda vraiment. Pas comme un objet, pas comme quelqu'un d'inférieur, mais comme une personne. « Bonsoir, » dit-il, et il y avait un ton de respect dans sa voix qu'elle n'avait pas entendu la dernière fois. « Je voudrais juste un café, s'il vous plaît, et si vous pouviez vous asseoir quelques minutes, j'aimerais vous parler. » Julie hésita. Le restaurant était plein et elle avait d'autres tables à servir. Mais quelque chose dans sa façon de parler, sans imposition, sans arrogance, la fit accepter. « Je vais vous apporter le café et si j'ai un moment, je reviendrai discuter. » Quand elle revint avec la tasse fumante, Olivier la remercia et désigna la chaise vide en face de lui. Julie regarda autour d'elle, s'assura qu'aucun manager n'observait et s'assit rapidement, gardant une posture droite et les mains sur ses genoux. « Je suis venu pour m'excuser », commença Olivier, et les mots semblaient difficiles à sortir. « Je n'ai pas l'habitude de faire ça, je l'admets. Mais ce que j'ai fait l'autre soir était impardonnable. Je vous ai traité de manière horrible, et vous ne le méritiez pas. Personne ne le mérite. » Julie l'observa en silence. Elle cherchait des signes de fausseté, de manipulation, mais tout ce qu'elle voyait était un homme véritablement mal à l'aise, et peut-être honteux. « Merci pour vos excuses, » répondit-elle calmement. « Mais vous devez savoir que ce que vous avez fait n'était pas seulement de la grossièreté, c'était de la cruauté. Vous avez essayé de m'humilier devant tout le monde parce que vous pensiez que je n'en avais pas la capacité. Parce que vous avez présumé que quelqu'un dans ma position ne pouvait pas avoir fait d'études, ne pouvait pas avoir de connaissances. » Il baissa les yeux vers sa tasse de café. « Je sais, et je n'ai pas d'excuses, seulement des explications, et elles ne justifient rien. J'ai passé toute ma vie à croire que l'argent me donnait le droit de traiter les gens comme je le voulais, et vous m'avez montré que j'avais tort. »« Pourquoi ?» demanda Julie en se penchant légèrement en avant. « Pourquoi êtes-vous venu ici pour me dire ça? Pourquoi est-ce que ça compte pour vous ?» Olivier respira profondément et, pour la première fois, elle vit de la vulnérabilité dans ses yeux. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a fait ressentir exactement ce que je fais ressentir aux autres. La honte, l'humiliation. Et j'ai réalisé que je n'ai pas du tout aimé ça. Et si je n'ai pas aimé, imaginez toutes les personnes que j'ai traitées ainsi au fil des ans. » Le silence entre eux était lourd. Julie sentit quelque chose bouger en elle, une légère fissure dans la muraille qu'elle avait érigée pour se protéger. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était peut-être le début de la compréhension. « Je dois retourner au travail, » dit-elle en se levant. « Mais merci d'être venu, cela signifie quelque chose. »« Puis-je revenir ?» demanda-t-il, presque timidement. « Pas pour vous déranger, mais parce que j'aimerais mieux connaître la personne qui a eu le courage de m'enseigner une leçon dont j'avais besoin depuis longtemps. » Julie ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda, cet homme qui, quelques jours auparavant, avait été la personnification de l'arrogance et qui maintenant semblait simplement humain, fragile, réel. « C'est un restaurant public, » dit-elle finalement. « Tout le monde est le bienvenu. »
Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Olivier seul avec son café et ses pensées. Il resta là pendant près d'1 heure, à l'observer servir d'autres clients avec la même dignité et le même professionnalisme, à observer comment elle souriait sincèrement à un enfant qui avait renversé son jus sur la table, à observer comment elle aidait une dame âgée à choisir son plat. Et à ce moment-là, quelque chose à l'intérieur d'Olivier Lefebvre commença à changer. Ce n'était pas une transformation instantanée ou magique, c'était juste la graine d'une conscience qu'il avait ignorée pendant trop longtemps. La graine de la perception que peut-être, juste peut-être, il avait vécu toute sa vie de la mauvaise manière. Quand il quitta le restaurant ce soir-là, il ne savait pas encore ce qu'il ferait de cette nouvelle conscience. Mais il savait qu'il ne pourrait plus l'ignorer. Et Julie, tandis qu'elle débarrassait les dernières tables et se préparait à rentrer chez elle, sentait aussi que quelque chose avait changé. Quelque chose de petit, mais de significatif. Comme une porte qui, après avoir été verrouillée pendant des années, s'entr'ouvrait enfin, laissant passer un filet de lumière. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à voir vraiment. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Les semaines qui suivirent ce dimanche soir apportèrent un changement subtil, mais perceptible dans la routine du Sakura Bistro. Olivier Lefebvre était devenu un client fréquent, non plus accompagné de son groupe bruyant de cadres, mais toujours seul, commandant toujours la même chose, un café, et s'asseyant toujours à l'une des tables sous la responsabilité de Julie. Au début, elle pensa que c'était une coïncidence. Après 3 semaines, il n'y avait plus de doute. Il venait là pour elle. Les conversations entre eux étaient brèves, mais chargées de significations qui allaient au-delà des mots. Olivier lui demandait comment s'était passée sa journée, si tout allait bien, comment était l'affluence au restaurant. Julie répondait poliment, gardant une distance professionnelle, mais laissant peu à peu la froideur initiale se dissoudre en une cordialité sincère. Il y avait quelque chose en lui qui avait vraiment changé. Ce n'était plus cet homme, arrogant et agressif. C'était quelqu'un qui semblait essayer de comprendre le monde sous une perspective différente. Un soir, après que la plupart des clients furent partis et que le restaurant commençait à se vider, Olivier posa une question à laquelle Julie ne s'attendait pas. « Vous avez toujours voulu travailler ici ?» demanda-t-il, d'un ton sincèrement curieux, sans aucune trace de jugement. « Ou aviez-vous d'autres projets avant ?» Julie hésita. C'était une blessure encore ouverte, un rêve interrompu qu'elle portait avec soin dans son cœur. Mais quelque chose dans sa façon de demander, dans la sincérité qu'elle voyait dans ses yeux, la fit baisser un peu sa garde. « Je faisais un master de lettres à la Sorbonne », répondit-elle, en nettoyant une table voisine tout en parlant. « Spécialisation en langues orientales. Je voulais travailler dans la traduction, peut-être devenir professeur d'université. Mais la vie en a décidé autrement. »« Que s'est-il passé ?» demanda Olivier à voix basse. Julie arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Ma mère est décédée il y a 2 ans. Elle était malade depuis un certain temps, mais nous avons tenu le coup le plus longtemps possible. Quand elle s'est partie, mon jeune frère, Lucas, n'avait que 13 ans. Il n'y avait plus personne d'autre. Je devais subvenir à nos besoins, payer les factures, m'assurer qu'il continue ses études. Alors j'ai quitté l'université et je suis venu travailler ici. Ce n'est pas ce dont je rêvais, mais c'est honnête et ça me permet de m'occuper de lui. » Olivier resta silencieux un long moment. Julie pouvait voir quelque chose bouger sur son visage, une émotion qu'il semblait ne pas savoir comment gérer. « Je suis désolé, » dit-il finalement, et il y avait du poids dans ces mots. « Pour votre mère. Et je suis encore plus désolé que vous ayez dû renoncer à vos rêves. »« On fait ce qu'on doit faire, » répondit Julie avec un petit sourire triste. « Lucas va bien, il réussit bien à l'école, c'est ce qui compte. »« Et vous ?» demanda Olivier. « Vous comptez aussi. Qui s'occupe de vous ?» La question prit Julie au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Personne ne semblait jamais se soucier du poids qu'elle portait seule. Elle sentit une boule dans sa gorge et dut cligner rapidement des yeux pour éviter que ses larmes ne coulent. « Je m'occupe de moi-même, » répondit-elle en essayant de paraître ferme. « Je l'ai toujours fait. » Olivier sembla vouloir dire quelque chose de plus, mais Julie s'était déjà éloignée,
retournant au travail avec l'excuse qu'elle devait ranger la salle. Il resta là quelques minutes de plus, termina son café déjà froid et, avant de partir, laissa un pourboire absurdement généreux avec un simple billet. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, Olivier. » Julie prit le billet et le garda dans sa poche, ne sachant pas exactement quoi faire de cette offre. Une partie d'elle voulait le déchirer et oublier. Une autre partie, la partie fatiguée, surchargée et épuisée, se demandait si accepter de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Les jours continuèrent de passer et Olivier continuait de revenir. Les conversations devinrent plus longues, plus personnelles. Il lui parla de sa propre enfance difficile, fils d'immigrants italiens arrivés en France sans rien et qui avaient tout construit à partir de zéro. Il raconta comment il avait grandi en voyant son père travailler jusqu'à l'épuisement et s'était juré qu'un jour il serait assez riche pour ne plus jamais dépendre de personne. Et comment, dans le processus, il avait oublié qu'être riche ne signifiait pas être meilleur que les autres. Julie, de son côté, partagea des souvenirs de sa mère, des après-midi à étudier ensemble, des sacrifices qu'elle avait faits pour s'assurer que Julie ait accès à l'éducation. Elle parla de Lucas et de comment le garçon devenait un jeune homme incroyable malgré toutes les difficultés. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, cette distance entre eux diminua, se transformant en quelque chose qu'aucun des deux n'aurait su nommer. Ce n'était pas encore de l'amitié, mais ce n'était plus non plus simplement une relation client-serveuse. C'est alors que les rumeurs commencèrent. Tout commença par un regard par-ci, un chuchotement par-là. Les autres serveuses remarquèrent qu'Olivier demandait toujours une table dans la section de Julie. Béatrice, la propriétaire, observait de loin avec une expression de plus en plus préoccupée. Et puis, un samedi soir pluvieux, l'incident qui allait tout changer se produisit. Julie avait terminé son service et sortait du restaurant quand elle réalisa que la pluie s'était intensifiée. Elle n'avait pas de parapluie et l'arrêt de bus se trouvait à 2 rues de là. Résignée, elle était sur le point de courir sous l'averse quand elle entendit une voix derrière elle. « Julie, attendez !» C'était Olivier. Il venait de sortir du restaurant lui aussi et tenait un grand parapluie, assez grand pour 2 personnes. « Laissez-moi vous accompagner jusqu'à l'arrêt, offrit-il. Vous allez être trempés. » Julie hésita, mais la pluie tombait si fort qu'elle finit par accepter. Ils marchèrent côte à côte sous le parapluie, si proches que leurs épaules se frôlaient presque. La rue était pratiquement déserte, seul le bruit de la pluie frappant l'asphalte et les voitures garées. C'était un moment étrangement intime, et Julie se surprit à être consciente de chaque détail, l'odeur de son parfum, sa taille qui la faisait se sentir petite à côté de lui, la façon dont il tenait le parapluie incliné pour la protéger, plus qu'il ne se protégeait lui-même. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit Olivier. « Mais je veux le faire. » Quand ils arrivèrent à l'arrêt de bus, couvert par une petite structure en plexiglas qui offrait peu de protection, Olivier insista pour attendre avec elle jusqu'à l'arrivée du bus. Ils restèrent là pendant près de 20 minutes, parlant de choses simples, de la pluie, du froid, des plans pour le dimanche. C'était une conversation banale, mais chargée de quelque chose de plus profond, une connexion qui se formait malgré toutes les différences entre eux. Ce qu'aucun d'eux ne vit, c'est le photographe freelance qui travaillait pour un des journaux à scandale de la ville. Il était là par coïncidence, couvrant une fête dans un club voisin, quand il reconnut Olivier Lefebvre, et en voyant le milliardaire sous la pluie partageant un parapluie avec une serveuse inconnue, il fut certain d'avoir trouvé de l'or journalistique. Il prit plusieurs photos. Olivier et Julie côte à côte sous le parapluie, les deux discutant proches l'un de l'autre. Un moment où Olivier toucha légèrement son bras, en lui montrant quelque chose dans la rue. Des images qui, sorties de leur contexte, racontaient une histoire complètement différente de la réalité. 2 jours plus tard, l'article fut publié. Le milliardaire et la serveuse, mystère au cœur du 8e arrondissement. Les photos étaient affichées sur un site de potins qui, bien que n'ayant pas une grande crédibilité journalistique, avait des millions de visites quotidiennes. Le texte spéculait sur une possible romance secrète, insinuant qu'Olivier Lefebvre vivait une passion interdite avec une employée d'un des restaurants qu'il fréquentait. Le nom de Julie n'était pas mentionné,
Mais quiconque travaillait au Sakura ou fréquentait régulièrement l'endroit saurait exactement de qui il s'agissait. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Au restaurant, ce fut un chaos silencieux. Les autres serveuses regardaient Julie avec un mélange d'envie, de curiosité et de jugement. Certains clients réguliers faisaient des commentaires voilés. Et Béatrice Lambert, la propriétaire, était absolument furieuse. Julie fut convoquée dans son bureau à la fin de son service. C'était une petite pièce au fond du restaurant, remplie de papiers, de dossiers et d'une odeur de vieux café. Béatrice était assise derrière son bureau, les lèvres pincées en une ligne fine, les yeux froids et calculateurs. « Asseyez-vous, Julie », ordonna-t-elle plus qu'elle n'invita. Julie s'assit, le cœur battant la chamade. Elle savait ce qui allait arriver. « Je suis sûre que vous avez déjà vu l'article », commença Béatrice, en poussant une tablette avec le reportage ouvert à l'écran. « C'est vrai? Vous avez une liaison avec Olivier Lefebvre ?»« Non, » répondit fermement Julie. « Il ne se passe rien entre nous. C'est juste un client qui a été poli avec moi. Les photos ont été prises quand il m'a accompagné à l'arrêt de bus parce qu'il pleuvait. C'est tout. » Béatrice soupira, mais son expression ne s'adoucit pas. « Julie, vous comprenez la position délicate dans laquelle cela met le restaurant ? Nous avons une réputation à préserver. Nos clients viennent ici en attendant de la discrétion, de l'élégance, du professionnalisme. Si des histoires commencent à circuler selon lesquelles nos employés s'impliquent avec les clients, surtout des clients importants comme Olivier Lefebvre, cela ternit notre image. »« Mais je n'ai rien fait de mal, » protesta Julie, sentant l'injustice lui brûler la poitrine. « J'ai juste fait mon travail. Comme toujours, j'ai été polie, professionnelle, respectueuse. Je ne peux pas contrôler ce que les journalistes inventent ou ce que les gens spéculent. »« Je le sais, » dit Béatrice, mais il y avait de la froideur dans sa voix. « Mais la perception est aussi importante que la réalité dans ce métier. Et la perception actuelle est que vous êtes impliqué avec l'un de nos clients les plus en vue. Ce n'est pas bon pour les affaires. »« Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» demanda Julie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Je dis qu'il serait peut-être préférable que vous preniez vos distances avec lui. Ne le servez plus. Demandez à Rémi ou à quelqu'un d'autre de prendre sa table. Et s'il continue à venir et à insister pour vous parler, vous devrez peut-être reconsidérer votre position ici. » Julie eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Vous me menacez de licenciement. Pour quelque chose qui n'est même pas arrivé ? » « Je vous protège, » corrigea Béatrice, « et je protège le restaurant. Réfléchissez bien à ce que vous voulez, Julie. Vous avez besoin de cet emploi. Vous avez un frère à charge. Ne laissez pas un homme, peu importe sa richesse ou son charme, mettre tout cela en péril. » Julie se leva, les jambes tremblantes. « Avec tout le respect que je vous dois, Béatrice, c'est injuste. Et vous le savez. »« La vie est injuste, » répondit Béatrice avec un haussement d'épaules. « Plus tôt vous l'apprendrez, mieux ce sera. » Julie sortit du bureau en se sentant humiliée et impuissante. Elle se changea dans le vestiaire, prit ses affaires et quitta le restaurant sans parler à personne. La nuit était claire, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse de Paris. Elle marcha sans but pendant quelques minutes, essayant d'organiser ses pensées, de contrôler la colère et la peur qui se mélangeaient en elle. Son téléphone sonna. C'était un message d'Olivier. « Julie, j'ai vu l'article. Je suis désolé. Mon intention n'était pas de vous causer des problèmes. Pouvons-nous parler ?» Elle fixa le message, pendant un long moment. Une partie d'elle voulait l'ignorer, bloquer le numéro, faire comme si rien de tout cela n'arrivait. Mais une autre partie, la partie rationnelle, savait qu'elle devait lui parler, lui faire comprendre que cela ne pouvait pas continuer. Elle répondit brièvement. « Demain après mon service, au même endroit. » Le lendemain, Julie travailla en mode automatique. Elle servit les clients, sourit quand c'était nécessaire, fit son travail avec la même efficacité que d'habitude. Mais à l'intérieur, elle était en plein tourment. Les regards de ses collègues, les commentaires chuchotés, la tension dans l'air, tout cela pesait sur elle comme un vêtement trempé. Quand son service se termina, elle sortit et trouva Olivier qui l'attendait au même coin de rue où il l'avait accompagné sous la pluie. Cette fois, le ciel était dégagé et la nuit était agréable. Il était différent, moins confiant, plus inquiet. « Julie, je suis vraiment désolé » furent ses premiers mots. « Je n'imaginais pas qu'une simple gentillesse se transformerait en tout ça. »« Je sais » répondit Julie en croisant les bras. «
Mais c'est arrivé. Et maintenant, on me menace de perdre mon emploi à cause d'un mensonge. Ils vous ont menacé? La voix d'Olivier se fit plus dure. La propriétaire a clairement indiqué que je ne devais plus m'approcher de vous. Et que si vous continuez à venir au restaurant en voulant me parler, je ne pourrai peut-être plus y travailler. Olivier passa une main dans ses cheveux, visiblement irrité. C'est absurde. Vous n'avez rien fait de mal. Mais la perception est ce qui compte, répéta Julie avec amertume les mots de Béatrice. Et la perception est que je m'implique avec un client riche, ce qui ternit l'image du restaurant. Ils restèrent silencieux un moment. Les voitures passaient, les gens marchaient à la hâte sur les trottoirs, la ville pulsait autour d'eux, indifférente à leurs problèmes. « Je vais régler ça », dit finalement Olivier. « Non », répondit fermement Julie, « vous ne ferez rien, ça ne fera qu'empirer les choses. Si vous utilisez votre pouvoir, votre argent, pour intervenir, vous confirmerez exactement ce qu'ils disent, qu'il y a quelque chose entre nous, et il n'y a rien. » Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait prévu, et elle vit quelque chose passer dans les yeux d'Olivier. De la peine peut-être, ou de la déception. « Vous avez raison, dit-il à voix basse, mais ça ne rend pas la situation moins injuste. »« La vie est injuste, » répéta Julie les mots de Béatrice, et elle détesta le goût amer qu'ils laissèrent dans sa bouche. « On doit juste apprendre à gérer. »« Alors que voulez-vous que je fasse ?» demanda Olivier. « Que j'arrête de venir au restaurant ?» Julie hésita. Une partie d'elle voulait dire oui, qu'il valait mieux qu'ils ne reviennent plus jamais, qu'il valait mieux qu'ils redeviennent des étrangers. Mais une autre partie, une partie qu'elle ne voulait pas admettre, ne voulait pas qu'ils disparaissent. Elle ne voulait pas perdre ces conversations, cette connexion inattendue qui s'était formée entre deux mondes si différents. « Je ne sais pas, admit-elle finalement. Je sais juste que j'ai besoin de mon emploi, et que je ne peux pas risquer de le perdre. » Olivier fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Julie, vous méritez bien plus que ça. Vous méritez de retourner à vos études, de réaliser vos rêves, de ne pas avoir à vous soucier de ragots infondés ou de patrons injustes. Et qui paiera mes factures pendant que je poursuis ces rêves ?» rétorqua Julie, la frustration débordant enfin. « Qui s'occupera de Lucas? Qui s'assurera qu'il ait à manger et un toit sur la tête? Vous? Vos beaux rêves et vos paroles inspirantes ne paient pas le loyer, Olivier. » La dureté de ses propres mots la surprit, mais elle ne les retira pas. Olivier recula, comme s'il avait reçu une gifle. « Vous avez raison, dit-il après un long silence. « Excusez-moi. Je n'avais pas le droit de parler comme si c'était simple, comme si vous pouviez simplement tout laisser tomber et courir après vos rêves. Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça pour la plupart des gens. Ça n'a fonctionné comme ça pour moi que parce que j'ai eu de la chance et des opportunités. » Julie respira profondément, sentant la colère se dissiper un peu. « Je sais que vous essayez d'aider, et je vous en suis reconnaissante, vraiment. Mais il y a des choses que je dois régler seule. Et si vous n'aviez pas à le faire, dit doucement Olivier. Et s'il y avait un moyen pour vous d'avoir une sécurité financière, tout en pouvant retourner à vos études, sans engagement, sans dette, sans que personne ne puisse dire que vous me devez quelque chose. » Julie le regarda avec méfiance. « De quoi parlez-vous ? » « Laissez-moi juste réfléchir à quelque chose, » demanda-t-il. « Donnez-moi quelques jours, et je vous promets que je ne ferai rien sans vous en parler d'abord. » Julie voulait dire non. Elle voulait dire qu'elle n'avait pas besoin de sa charité, qu'elle y arriverait seule comme elle l'avait toujours fait. Mais la vérité, c'est qu'elle était épuisée. Épuisée de tout porter sur son dos, épuisée de tout abandonner, épuisée d'être forte tout le temps. Alors, contre son meilleur jugement, elle acquiesça. « 3 jours, dit-elle. Vous avez 3 jours pour me dire ce que vous prévoyez, et si c'est quelque chose qui ne me plaît pas, la réponse est non. » Olivier accepta, et pour la première fois depuis des jours, esquissa un petit sourire. 3 jours, entendu. Ils se dirent au revoir là, chacun suivant son chemin. Julie prit le bus pour rentrer chez elle, la tête tourbillonnant de pensées contradictoires. Olivier retourna à son Penthouse, près des Champs-Élysées, mais pour la première fois depuis longtemps, le luxe qui l'entourait lui semblait vide et sans signification. Cette nuit-là, tous deux eurent du mal à dormir. Et tous deux, sans le savoir, étaient sur le point de prendre des décisions qui changeraient le cours de leur vie pour toujours. Les 3 jours promis semblèrent s'étirer et filer à la fois. Julie continua de travailler au Sakura Bistro, mais l'ambiance avait complètement changé.
Béatrice l'observait avec des yeux de lynx, prête à trouver le moindre faux pas qui justifierait un licenciement. Les autres serveuses oscillaient entre un soutien discret et une distance calculée, personne ne voulant être associé au scandale. Et les clients, certains la regardaient avec une curiosité à peine dissimulée, comme si elle était une attraction de zoo. Olivier n'apparut pas au restaurant pendant ces 3 jours, ce qui, d'une certaine manière, apporta à la fois soulagement et déception à Julie. Elle ne l'admettait pas, mais elle s'était habituée à sa présence, aux conversations qui brisaient la monotonie de sa journée. Sans lui, tout semblait plus lourd, plus gris. Ce fut le matin du 3e jour que tout s'effondra. Julie organisait les tables pour le déjeuner quand Béatrice sortit de son bureau avec une expression qui ne laissait aucun doute. Le moment était venu. « Julie, pouvez-vous venir un instant ?» appela-t-elle, la voix formellement polie mais froide comme la glace. Julie s'essuya les mains sur son tablier et suivit la propriétaire jusqu'au bureau. Son cœur battait la chamade, sa bouche était sèche. Elle connaissait ce scénario. Elle avait vu des collègues se faire licencier avant. Elle savait exactement comment ça fonctionnait. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Béatrice, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Elle semblait nerveuse, agitée, ses mains tambourinant sur la table. Julie s'assit, se préparant mentalement au coup. « Julie, vous êtes une employée exemplaire. Vous l'avez toujours été, » commença Béatrice, mais le ton était celui de quelqu'un sur le point de dire un grand « mais ». Votre travail est impeccable, les clients vous apprécient, il n'y a jamais eu de plainte. Mais malheureusement, avec toute cette situation vous impliquant, vous et Monsieur Lefebvre, il est devenu insoutenable de vous garder dans l'équipe. Alors vous me licenciez à cause d'un mensonge, dit Julie, la voix étonnamment calme, malgré la tempête qui se formait en elle. Je vous licencie pour protéger l'image du restaurant, corrigea Béatrice. Vous recevrez toutes vos indemnités de licenciement conformément à la loi, plus un mois supplémentaire à titre de compensation. Mais j'ai besoin que vous récupériez vos affaires aujourd'hui même. Julie ferma les yeux un instant. Elle pensa à Lucas, aux factures qui arrivaient dans quelques jours, au loyer en retard, au réfrigérateur presque vide. Elle pensa à toutes les années où elle avait travaillé dur, à toutes les humiliations qu'elle avait avalées avec un sourire, à toutes les fois où elle avait choisi la dignité plutôt que l'orgueil. Et maintenant, elle était jetée pour quelque chose qu'elle n'avait même pas fait. « D'accord, » dit-elle finalement en se levant. « Je vais prendre mes affaires. » C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Olivier Lefebvre entra comme une tornade, l'expression sérieuse, les yeux fixés sur Béatrice avec une intensité qui fit reculer instinctivement la femme sur sa chaise. « Monsieur Lefebvre, » commença Béatrice, visiblement surprise, « vous ne pouvez pas simplement entrer comme ça. »« Si, je le peux, » répondit Olivier d'une voix qui n'admettait aucune contestation. « Surtout si l'on considère que je suis l'investisseur majoritaire de ce restaurant et de 7 autres établissements de ce groupe. » Le silence qui suivit fut absolu. Julie regarda Olivier, puis Béatrice, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Béatrice avait pâli, la bouche ouverte de stupeur. « Quoi ?» parvint à murmurer Béatrice. « J'ai acheté 45% des actions du groupe il y a 3 mois, » expliqua Olivier, sortant quelques documents pliés de la poche intérieure de son blazer. « J'ai un droit de veto sur toutes les décisions administratives importantes, y compris les embauches et les licenciements. Et je mets mon veto à ce licenciement. » Julie sentit ses jambes flageoler. Elle s'appuya sur la chaise, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. « Olivier, vous ne pouvez pas faire ça, » dit-elle à voix basse. Il se tourna vers elle, et il y avait quelque chose dans ses yeux que Julie n'avait jamais vu auparavant. De la détermination mêlée à une tendresse qui lui serra le cœur. « Je peux et je le ferai, » dit-il doucement, « parce que vous n'avez rien fait de mal et que vous ne méritez pas d'être puni pour des ragots infondés. » « Mais, Monsieur Lefebvre, » tenta d'argumenter Béatrice, retrouvant son sang-froid. « La réputation du restaurant. »« Elle ne sera pas affectée, » l'interrompit Olivier, « parce que vous allez publier une note interne indiquant clairement que l'employée Julie Martin est une professionnelle exemplaire et que toute rumeur sur sa conduite est totalement infondée. Vous réaffirmerez également l'engagement de cet établissement envers le respect et la dignité de tous ses employés. Et vous le ferez aujourd'hui même. » Béatrice ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, cherchant clairement des arguments,
mais n'en trouva aucun qu'elle puisse utiliser contre l'un des principaux investisseurs de l'entreprise. « Très bien, monsieur Lefebvre, dit-elle finalement, la voix chargée d'un ressentiment contenu. « Comme vous le souhaitez. » Olivier hocha la tête, rangea les documents et regarda Julie. « Pouvons-nous parler ?» Dehors. Julie était en état de choc, mais elle accepta. Ils sortirent du bureau sous les regards curieux de toute l'équipe du restaurant. Personne ne comprenait complètement ce qui venait de se passer, mais tout le monde savait que c'était quelque chose d'important. Dehors, le soleil de midi tapait fort sur les trottoirs du 8e arrondissement. Olivier la guida vers un petit café à quelques rues de là, un endroit discret que peu de gens connaissaient. Ils commandèrent 2 cafés et s'assirent à une table au fond, loin des regards curieux. « Vous êtes investisseur du restaurant », dit Julie, encore en train d'essayer de comprendre. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais mentionné ?»« Parce que ce n'était pas pertinent, » répondit Olivier. « J'investis dans des dizaines d'entreprises, des restaurants, des hôtels, de l'immobilier, c'est mon métier. Mais je ne mentionne pas chaque investissement que j'ai à chaque personne que je rencontre. »« Mais vous avez laissé faire mon licenciement, » dit Julie, et il y avait une accusation dans sa voix. « Vous saviez que vous aviez le pouvoir de l'empêcher et vous n'avez rien fait. »« Parce que je ne savais pas qu'ils allaient vous licencier aujourd'hui, » expliqua Olivier en se penchant en avant. « Vous m'avez demandé 3 jours. J'utilisais ce temps pour organiser quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence dans votre vie. Pas pour utiliser mon pouvoir au restaurant de manière impulsive, mais quand mon assistant m'a appelé ce matin en disant qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles vous seriez licencié, j'ai tout laissé tomber et je suis venu immédiatement. » Julie respira profondément, le café fumant oublié entre ses mains. « Et maintenant ? Que se passe-t-il maintenant ? » « Maintenant, » dit Olivier en sortant une enveloppe de sa poche, « je vous fais une proposition. Mais avant, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas une façon de vous acheter ou de vous contrôler. C'est une opportunité. Et vous êtes libre de la refuser. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit quelques papiers. Julie les prit et commença à lire. C'était une lettre officielle de la Fondation Lefebvre, une institution à but non lucratif, maintenue par Olivier, qui offrait des bourses d'études à des personnes à faible revenu souhaitant reprendre ou poursuivre leur éducation. Et là, parmi les noms des nouveaux boursiers, se trouvait le sien, Julie Martin. La bourse couvrait l'intégralité des frais de scolarité dans une université privée, le matériel didactique, le transport, et offrait également une allocation mensuelle équivalente à un salaire minimum et demi. Elle était valable jusqu'à 5 ans, un temps suffisant pour terminer une licence et un master. Julie regarda les papiers, puis Olivier, puis de nouveau les papiers. « C'est réel ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Complètement réel », confirma Olivier. « Vous avez été sélectionné avec 19 autres candidats. Pas grâce à moi, mais parce que votre CV, votre histoire et votre dévouement à l'éducation, avant de devoir tout abandonner, ont été évalués par l'équipe de la Fondation et jugés exemplaires. J'ai simplement veillé à ce que votre nom leur parvienne. Le reste, c'est votre mérite. »« Je ne peux pas accepter ça, » dit Julie, mais sa voix vacilla, parce qu'elle voulait accepter. Mon Dieu, comme elle le voulait. C'était tout ce dont elle avait rêvé, la chance de retourner à ses études, de reprendre sa vie, d'être plus que quelqu'un qui sert des tables. « Pourquoi pas ?» demanda gentiment Olivier. « Parce que... » Julie lutta pour trouver les bons mots. « Parce qu'ils diront que j'accepte parce que j'ai une sorte de relation avec vous. Ils diront que c'est du favoritisme, que je ne le méritais pas. »« Et vous vous souciez de ce qu'ils diront ?» questionna Olivier. « Julie, vous avez passé votre vie à vous soucier de ce que les autres pensent, de ce qu'ils attendent de vous, de ce qu'ils jugent bien ou mal. Quand allez-vous faire quelque chose juste parce que c'est bon pour vous ?» Les mots frappèrent Julie comme des flèches précises. Elle sentit ses yeux piquer, sa gorge se serrer. Il avait raison, elle avait toujours fait ce qu'on attendait d'elle, ce qui était nécessaire, ce qui était juste pour les autres. Mais jamais, pas une seule fois, elle n'avait choisi quelque chose juste pour elle. « Et Lucas ?» demanda-t-elle. « Si je retourne à l'école, comment vais-je subvenir à ses besoins ?»« L'allocation de la bourse est suffisante pour couvrir les besoins de base, » expliqua Olivier. « Et vous pouvez travailler à temps partiel si vous le souhaitez ou si vous avez besoin de plus. Mais vous n'avez plus à tout porter seul, Julie.
Vous n'avez plus à vous sacrifier complètement. Julie regarda l'enveloppe dans ses mains. Là se trouvait sa liberté, son avenir, ses rêves imprimés sur du papier à en-tête. Tout ce qu'elle avait à faire était de tendre la main et de la prendre. « Je dois réfléchir », dit-elle finalement. Olivier hocha la tête. « Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut, mais… » Il hésita. « Il y a un événement de la Fondation la semaine prochaine, un dîner où nous présentons les nouveaux boursiers. Il serait important que vous soyez là, que vous acceptiez ou non la bourse. Pour rencontrer l'équipe, mieux comprendre comment ça fonctionne, poser des questions. » Julie accepta, rangeant l'enveloppe dans son sac. « Je vais y réfléchir sérieusement. Et merci, Olivier. Pour tout. Même si je n'accepte pas, merci de croire que je le mérite. »« Vous le méritez plus que tout, » dit-il avec conviction. « Et j'espère qu'un jour vous y croirez aussi. » Ils terminèrent leur café dans un silence confortable. Quand ils se dirent au revoir à la porte du café, Olivier toucha légèrement son bras. Un geste simple mais chargé de sens. « Prenez soin de vous, Julie, et réfléchissez bien, c'est votre chance de vous envoler. » Julie retourna au restaurant et termina son service dans un état de semi-transe. Les autres serveuses la bombardèrent de questions auxquelles elle répondit vaguement, disant seulement qu'il y avait eu un malentendu qui avait été résolu. Béatrice l'évita pour le reste de la journée, clairement gênée et pleine de ressentiment. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Lucas faisait ses devoirs de mathématiques sur la table de la cuisine. Il leva les yeux quand elle entra, remarquant immédiatement que quelque chose était différent. « Il s'est passé quelque chose, Serette ?» demanda-t-il. Julie s'assit à côté de lui et lui raconta tout. Olivier, le licenciement presque concret, la bourse d'études, la chance de retourner à l'école. Lucas l'écouta en silence, ses yeux marrons identiques à ceux de sa sœur brillant à chaque détail. Quand elle eut fini, il demanda « Et tu vas accepter ?»« Je ne sais pas, » admit Julie. « J'ai peur. Peur de ce qu'ils penseront. Peur de faire le mauvais choix. Peur de te laisser seule. » Lucas prit sa main et la serra fort. « Julie, je ne suis plus un enfant. J'ai 15 ans. Je peux m'occuper de moi quelques heures par jour pendant que tu étudies. Et en plus, il sourit, maman disait toujours que tu étais né pour être professeur, que tu avais un don pour les mots, pour les langues. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'être qui tu devrais être. » Julie sentit les larmes s'échapper enfin. Elle attira son frère dans une étreinte serrée, sentant le poids de 2 ans de responsabilité commencer à s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. « Quand es-tu devenu si sage ?» demanda-t-elle entre rires et larmes. « J'ai appris de la meilleure, » répondit Lucas. Cette nuit-là, Julie ne dormit pas beaucoup. Elle resta éveillée, passant en revue toutes les possibilités, tous les avantages et les inconvénients, toutes les peurs et les espoirs. Et quand le soleil commença à se lever, teintant le ciel de Paris de tons orange et rose, elle avait déjà pris sa décision. La semaine passa comme dans un rêve. Julie continua à travailler, mais maintenant, avec un poids moindre sur les épaules. Béatrice garda ses distances, et la note interne fut publiée comme Olivier l'avait ordonné. Les rumeurs ne cessèrent pas complètement, mais elles perdirent de leur force. La vie continua. Et puis vint le soir de l'événement de la Fondation. Julie passa des heures à choisir quoi porter. Elle n'avait pas de vêtements formels, sa vie ne l'exigeait pas. Elle finit par emprunter une robe simple mais élégante à une amie, d'un bleu marine qui mettait ses yeux en valeur. Elle attacha ses cheveux en un chignon plus élaboré que d'habitude, se maquilla légèrement et se regarda dans le miroir. Elle se reconnut à peine. Elle ne ressemblait pas à une serveuse. Elle ressemblait à une étudiante, une professionnelle. Elle se ressemblait à elle-même, la personne, qu'elle avait été avant que la vie n'en décide autrement. L'événement avait lieu dans un hôtel 5 étoiles, près de l'avenue des Champs-Élysées. Julie arriva en métro et, en montant les escalators de la station, se sentit complètement déplacée. Tout le monde autour portait des vêtements chers, parlait d'un ton confiant, marchait avec l'assurance de ceux qui appartiennent à ce monde. Elle faillit abandonner sur le champ, mais elle se souvint des mots de Lucas. « Ne laisse pas la peur t'empêcher d'être qui tu devrais être. » Elle respira profondément et entra dans l'hôtel. La salle de réception était éblouissante, des lustres en cristal, des tables décorées d'arrangements floraux, des serveurs circulant avec des plateaux de canapés et des coupes de champagne. Il y avait environ une centaine de personnes, entre les membres de la Fondation, les boursiers et les invités.
Julie fut accueillie par une coordinatrice sympathique qui la présenta aux autres boursiers. C'étaient des personnes avec des histoires similaires à la sienne, des gens qui s'étaient battus, qui avaient renoncé, qui méritaient une seconde chance. Elle parla avec une femme de 43 ans qui allait reprendre ses études d'infirmière après 20 ans à travailler comme femme de ménage. Avec un jeune de 22 ans qui avait quitté l'école pour travailler et subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs. Avec une dame de 50 ans qui allait enfin réaliser son rêve de faire des études de pédagogie. Et puis elle vit Olivier. Il était de l'autre côté de la salle, discutant avec un groupe d'investisseurs et de membres du conseil d'administration de la fondation. Il portait un costume impeccable, les cheveux parfaitement coiffés, mais quand ses yeux croisèrent ceux de Julie à travers la salle bondée, il sourit. Un sourire sincère, dénué d'arrogance, juste une joie sincère de « la voir là ». Il s'excusa auprès du groupe et se dirigea vers elle. « Vous êtes venu, dit-il, et il y avait du soulagement dans sa voix. « Je suis venu, confirma Julie, et je veux accepter la bourse. » Olivier ferma les yeux un instant, comme s'il remerciait silencieusement. Quand il les rouvrit, il y avait une lueur différente en eux. « Vous ne le regretterez pas, Julie. Je vous le promets. »« Je sais, » dit-elle. Et cette fois, pour la première fois depuis longtemps, elle y crut vraiment. Quelques minutes plus tard, le maître de cérémonie demanda l'attention de tous. C'était l'heure des discours. Le président de la Fondation parla de la mission de l'institution, de l'importance de l'éducation comme outil de transformation sociale. D'autres membres du Conseil partagèrent des statistiques et des réussites de boursiers précédents. Et puis ce fut au tour d'Olivier de monter sur scène. Julie l'observa, tandis qu'il se dirigeait vers le micro, la posture droite, l'expression sereine. Quand il commença à parler, sa voix résonna claire et ferme dans la salle. « Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être ici pour présenter la nouvelle promotion de boursiers de la Fondation Lefebvre. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai créé cette fondation il y a 5 ans, motivé par la mémoire de mes parents, des immigrants arrivés en France sans rien et qui ont bâti une vie grâce au travail acharné et à l'éducation. Mais j'avoue que, pendant longtemps, j'avais perdu de vue la véritable signification de ce qu'ils m'avaient enseigné. » Il fit une pause, son regard parcourant le public, jusqu'à rencontrer celui de Julie. « J'étais devenu quelqu'un qui mesurait la valeur des gens à la taille de leur compte en banque, qui traitait avec mépris ceux que je considérais comme inférieurs, qui utilisait mon pouvoir non pas pour aider mais pour humilier, jusqu'à ce que quelqu'un m'apprenne une leçon que je n'oublierai jamais. » La salle était dans un silence absolu. Julie sentit son cœur s'accélérer, réalisant où ce discours allait mener. « Il y a quelques semaines, j'ai publiquement humilié une serveuse dans un restaurant. Je l'ai mise au défi de faire quelque chose que j'étais absolument certain qu'elle ne pourrait pas faire, juste pour m'amuser à ses dépens. Et non seulement elle a accepté le défi, mais elle m'a donné une leçon de dignité, d'éducation et de respect qu'aucune école ou université n'aurait pu me donner. Elle m'a montré que la connaissance et la valeur n'ont rien à voir avec la position sociale ou un compte en banque, et que la véritable éducation consiste à savoir traiter les gens avec respect, peu importe qui ils sont. » Olivier regarda de nouveau directement Julie. « Cette personne est ici aujourd'hui. C'est l'une de nos boursières. Et je veux profiter de cette occasion pour dire publiquement quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Merci, Julie, de m'avoir rappelé ce qui est vraiment important, et de nous faire l'honneur de soutenir votre retour aux études. » Des larmes coulèrent maintenant librement sur le visage de Julie. Les gens autour d'elle la regardaient avec curiosité et respect. Quelqu'un se mit à applaudir, et bientôt toute la salle était debout, applaudissant. Pas seulement pour Julie, mais pour tous les boursiers, pour toutes les secondes chances, pour toutes les histoires de dépassement de soi représentées là. Après le discours, Julie fut appelée sur scène avec les autres boursiers pour une photo officielle. Quand elle se tint à côté d'Olivier pour la photographie, il murmura pour qu'elle seule l'entende. « Vous avez inspiré tout ça. Ils sont tous ici parce que vous m'avez donné envie d'être une meilleure personne. » « Vous avez toujours eu ça en vous, » répondit Julie à voix basse. « Vous aviez juste besoin de vous permettre de le trouver. » La soirée se poursuivit avec des conversations, du réseautage et des célébrations. Julie rencontra des professeurs des universités partenaires, discuta avec d'anciens boursiers de leurs expériences, commença à planifier son retour aux études. Tout semblait être un rêve, mais c'était réel. Cela se produisait vraiment.
Quand l'événement se termina et que les gens commencèrent à partir, Julie retrouva Olivier à l'extérieur de l'hôtel. La nuit était agréable, le mouvement sur les Champs-Élysées toujours intense même tard dans la soirée. Ils restèrent là un moment, observant simplement la ville. Les 3 mois qui suivirent l'événement de la Fondation furent une période de transformation profonde pour Julie. Elle s'était réinscrite à la Sorbonne, reprenant ses études de lettres avec une spécialisation en traduction. Les premières semaines furent difficiles. Retourner sur les bancs de l'université après 2 ans d'absence exigea un effort de réadaptation qu'elle n'avait pas complètement anticipé. Mais chaque cours, chaque livre, chaque travail académique la faisait se sentir plus vivante, plus elle-même. Lucas s'adaptait bien à la nouvelle routine. Julie avait réussi à réduire son temps de travail au Sakura Bistro à un mi-temps, ne travaillant que les week-ends, ce qui lui permettait de se concentrer sur ses études pendant la semaine, tout en conservant un revenu supplémentaire en plus de la bourse. Béatrice, bien qu'entretenant une relation professionnelle froide avec elle, ne pouvait nier que Julie restait une employée impeccable. La vie enfin commençait à retrouver son sens. Olivier, de son côté, traversait également des changements. Après ce discours à la Fondation, quelque chose en lui s'était définitivement brisé. C'était comme si, en admettant publiquement ses erreurs, il s'était libéré d'une prison qu'il avait lui-même construite au fil des ans. La prison de l'arrogance, du besoin constant de prouver sa supériorité, de la peur déguisée en vulnérabilité. Il commença à assister aux réunions de la Fondation, non seulement comme sponsor, mais comme participant actif. Il discutait avec les boursiers, écoutait leurs histoires, apprenait de leurs luttes et de leurs réussites. Il commença à réévaluer ses autres entreprises, mettant en place des politiques plus justes pour les employés, augmentant les salaires, améliorant les conditions de travail. Non par obligation ou pour le marketing, mais parce qu'il comprenait sincèrement maintenant que les gens n'étaient pas des chiffres sur des tableurs. Ses anciens collègues du monde des affaires remarquèrent le changement et réagirent avec un mélange de surprise et de scepticisme. Certains le respectaient davantage, d'autres le considéraient comme faible. Olivier découvrit qu'il ne se souciait plus de ses opinions. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'approbation, la paix intérieure. Julie et Olivier se voyaient occasionnellement. Non plus au restaurant, mais lors d'événements de la Fondation, de conférences à l'université où il était parfois invité à parler d'entrepreneuriat, dans des cafés discrets où ils discutèrent de livres, de la vie, des directions que chacun prenait. La connexion entre eux restait forte, mais il y avait une compréhension tacite qu'elle n'évoluerait pas vers une romance. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'attirance ou d'affection mutuelle, mais parce que tous deux comprenaient que ce qu'ils avaient était plus rare et peut-être plus précieux que l'amour romantique. C'était un respect profond, une admiration sincère, une gratitude pour avoir été des instruments de changement dans la vie de l'autre. Transformer cela en romance serait, d'une certaine manière, diminuer la signification de ce qu'ils avaient construit. Ce fut un samedi après-midi, près de 6 mois après cette première rencontre au Sakura Bistro, qu'ils se croisèrent au jardin du Luxembourg. Julie avait passé la matinée à étudier à la bibliothèque de l'université et avait décidé de faire un tour avant de rentrer chez elle. Olivier courait dans le parc, une habitude qu'il avait prise pour se vider l'esprit. La rencontre fut fortuite, mais tous deux la reçurent comme un cadeau. Ils s'assirent sur un banc près du bassin, observant les gens passer. Des familles, avec des enfants, des couples main dans la main, des personnes âgées nourrissant les canards, des adolescents en skateboard, la vie dans toute sa diversité et sa simple beauté. « Comment vont les études ?» demanda Olivier, sincèrement intéressé. « Intense », répondit Julie avec un sourire, « mais merveilleuse. Je suis un cours de littérature japonaise contemporaine qui me fascine, et j'ai commencé à donner des cours particuliers d'anglais et d'espagnol pour compléter mes revenus. J'ai déjà 3 élèves. C'est incroyable, Julie, dit Olivier, et il y avait une fierté sincère dans sa voix. Vous construisez exactement la vie que vous avez toujours voulu. J'essaie, acquiesça-t-elle. Et vous, comment vont les affaires? J'ai entendu dire que vous aviez fait des changements importants dans certaines de vos entreprises. Olivier rit doucement. Vous avez bien entendu. J'ai mis en place une nouvelle politique de ressources humaines dans toutes mes sociétés. Des salaires plus justes, de meilleurs avantages, des programmes de formation.
Certains investisseurs se sont demandé si c'était viable d'un point de vue financier. « Et ça l'est » demanda Julie. « Étonnamment, oui » répondit Olivier. La productivité a augmenté, le turnover du personnel a chuté de façon spectaculaire et le moral des équipes n'a jamais été aussi élevé. J'ai découvert que traiter les gens avec dignité n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi bon pour les affaires. Qui l'eût cru? Ils rirent ensemble, un rire léger et confortable de personnes qui se connaissent bien. Un couple passa devant eux en poussant une poussette, et Olivier les observa avec une expression pensive. « Vous savez, dit-il après un moment, j'ai beaucoup pensé à l'héritage ces derniers temps, à ce que je laisserai derrière moi quand je partirai. Et j'ai réalisé que je ne veux pas qu'on se souvienne de moi seulement comme l'homme qui a construit des immeubles ou fait fortune. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a fait une différence dans la vie des gens, comme quelqu'un qui a appris, même tardivement, ce qui compte vraiment. Vous le faites déjà, dit doucement Julie. Regardez combien de vies vous changez grâce à la Fondation. Regardez comment vos entreprises sont meilleures, plus humaines. Vous construisez un héritage qui va bien au-delà du béton et de l'argent. » Olivier la regarda avec une tendresse qui serra un peu le cœur de Julie. « Tout a commencé avec vous, avec cette nuit au restaurant. Vous auriez pu simplement me servir en silence, avaler l'humiliation et passer à autre chose. Mais vous avez choisi la dignité. Vous avez choisi de vous défendre. Et en faisant cela, vous m'avez tendu un miroir que j'évitais de regarder depuis des années. J'ai juste fait ce que je pensais devoir faire, répondit Julie. Ce n'était rien de spécial. C'était tout. Ce qu'il y a de plus spécial, corrigea Olivier. Parce que la plupart des gens n'auraient pas eu ce courage. La plupart se seraient tus, auraient accepté, auraient intériorisé qu'ils méritaient en quelque sorte d'être traités ainsi. Mais pas vous. Et cela a tout changé. Julie regarda le bassin, observant les reflets du soleil sur l'eau. « Vous savez ce que j'ai appris de tout ça ?» dit-elle pensivement. « J'ai appris que parfois, on a besoin d'aide, et qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être forte seule, à tout porter sur mon dos, à prouver que j'y arrivais, que j'ai oublié que nous ne sommes pas faits pour vivre comme ça. Nous sommes faits pour être une communauté, pour nous soutenir, pour grandir ensemble. C'est une leçon que j'apprends aussi, admit Olivier. J'ai passé toute ma vie à croire que demander de l'aide ou admettre que j'avais tort était un signe de faiblesse. Mais j'ai découvert que c'est le contraire qui est vrai. Il faut beaucoup plus de courage pour admettre ses erreurs que pour feindre la perfection. » Ils restèrent silencieux un moment, appréciant simplement la compagnie l'un de l'autre et ce moment de paix. Une brise douce soufflait, apportant le parfum des arbres et de l'herbe fraîchement coupée. « Julie, » dit finalement Olivier, brisant le silence, « je voulais vous remercier encore, pas seulement pour cette nuit-là, mais pour tout, pour avoir accepté la bourse, pour m'avoir donné la chance de faire quelque chose de bien, pour ne pas m'avoir jugé sur mon passé, mais m'avoir donné l'espace de grandir. Vous m'avez donné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, la possibilité de la rédemption. » Julie se tourna vers lui, les yeux brillants. « Vous avez fait la même chose pour moi. Vous m'avez donné l'opportunité de rêver à nouveau, d'être plus que ce que les circonstances essayèrent de faire de moi. Vous m'avez rappelé que j'avais de la valeur au-delà de mon travail ou de ma situation financière. Alors, merci à vous aussi. » Olivier tendit la main, et Julie la prit. Ce n'était pas un geste romantique, c'était quelque chose de plus profond. C'était de la reconnaissance, de la gratitude, la célébration de deux personnes qui s'étaient rencontrées au bon moment pour apprendre les leçons qu'elles devaient apprendre. « Où allez-vous après ça ?» demanda Olivier. « Quels sont vos projets pour l'avenir ?» Julie sourit, les yeux fixés sur l'horizon. « Je vais finir mon master. Ensuite, je veux faire un doctorat. Je veux faire des recherches sur la traduction littéraire, sur la façon dont le langage peut construire des ponts entre les cultures. Et un jour, je veux être professeur d'université. Je veux enseigner à d'autres jeunes le pouvoir des mots, comment la communication peut transformer le monde. » « Vous serez une professeure incroyable, » dit Olivier avec conviction. « Et je serai au premier rang quand vous soutiendrez votre thèse de doctorat. » Julie rit. « C'est une promesse. Et vous? Quels sont vos projets? » « Continuez à grandir, » répondit Olivier. « En tant que personne, en tant qu'homme d'affaires, en tant que quelqu'un qui essaie de laisser le monde un peu meilleur qu'il ne l'a trouvé. Je veux développer la Fondation,
Atteindre plus de gens, créer plus d'opportunités. Et qui sait, il sourit, un jour, écrire un livre sur tout ce que j'ai appris, sur la façon dont il est possible de changer, même quand il semble trop tard. Il n'est jamais trop tard, dit doucement Julie. Vous en êtes la preuve vivante. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange, de rose et de pourpre. Le parc était encore plus beau dans cette douce lumière de fin de journée. Julie regarda sa montre et réalisa qu'elle devait partir. Lucas l'attendrait à la maison, probablement affamé et plein d'histoires sur sa journée à l'école. « Je dois y aller, dit-elle en se levant du banc. Olivier se leva également. « Bien sûr. Merci pour la conversation, Julie. Ça me fait toujours du bien de vous parler. »« À moi aussi, » répondit-elle sincèrement. Ils se prirent dans les bras, une étreinte longue et serrée qui en disait plus que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. Quand ils se séparèrent, il y avait des larmes dans les yeux des deux, mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes de gratitude, de croissance, d'un au revoir non pas définitif, mais symbolique. Car tous deux savaient que leur vie suivait des chemins différents maintenant. Julie vers le monde académique, la réalisation de ses rêves reportés. Olivier vers une meilleure version de lui-même, une vie avec plus de sens et moins d'ego. Leurs routes ne se croiseraient en plus aussi souvent désormais, mais l'impact qu'ils avaient eu l'un sur la vie de l'autre resterait à jamais. « Prenez soin de vous, Julie, dit Olivier. « Vous aussi, Olivier, répondit-elle. Et merci pour tout. » Ils se séparèrent là, chacun partant dans une direction différente dans le parc. Julie ne se retourna pas, mais elle savait qu'Olivier était resté là quelques minutes, la regardant s'éloigner. C'était nécessaire, c'était juste, c'était la seule façon d'honorer véritablement ce qu'ils avaient construit ensemble. Dans les mois et les années qui suivirent, tous deux prospérèrent. Julie termina son master avec mention. Sa thèse sur la traduction de la littérature japonaise contemporaine fut saluée par le jury et publiée par la suite. Elle obtint un poste de professeur à la Sorbonne, réalisant le rêve qu'elle avait cultivé si longtemps. Lucas obtint son baccalauréat et entra en école d'ingénieur, fier de sa sœur qui n'avait jamais renoncé à lui. Olivier développa la fondation, créant de nouveaux programmes de bourse et même une école technique gratuite dans une communauté défavorisée de la banlieue parisienne. Ces entreprises devinrent une référence en matière de pratiques de travail justes et durables. Il ne se maria jamais, ne trouva jamais quelqu'un qui le complète sur le plan romantique, mais il découvrit qu'il n'en avait pas besoin pour être heureux. Il avait trouvé un but et cela suffisait. De temps en temps, ils se croisaient lors d'événements, de conférences, de rencontres fortuites dans la ville. Ils s'arrêtaient toujours pour discuter, pour prendre des nouvelles, pour partager leurs réussites et leurs défis. Et ils se séparaient toujours avec un sourire, avec la certitude que, bien que menant des vies séparées, ils portaient un morceau l'un de l'autre dans leur parcours. L'histoire de Julie et Olivier n'était pas une histoire d'amour au sens traditionnel du terme. Il n'y avait pas de baisers passionnés, de déclarations romantiques ou de fin de contes de fées. Mais c'était une histoire d'amour dans son sens le plus large et le plus profond. L'amour du prochain, l'amour de soi, l'amour de la possibilité de changement et de croissance. C'était l'histoire de deux personnes qui s'étaient rencontrées au bon moment, quand toutes deux avaient besoin de quelque chose que seul l'autre pouvait offrir. Olivier avait besoin d'un miroir qui reflète sa faillite morale, de quelqu'un qui ne se plierait pas à son pouvoir. Julie avait besoin d'une opportunité, de quelqu'un qui voit sa valeur alors qu'elle-même commençait à en douter. Et ensemble, même pour une brève période, ils réussirent à transformer la douleur en apprentissage, l'humiliation en dignité, le désespoir en espoir. Des années plus tard, quand Julie était dans son bureau à l'université, préparant des cours pour ses étudiants, elle regardait son diplôme de doctorat accroché au mur et se souvenait de cette nuit au Sakura Bistro. Elle se souvenait de la peur qu'elle avait ressentie en acceptant ce défi, du courage qu'elle avait dû rassembler pour répondre en japonais, de la sensation de victoire mêlée de tristesse lorsque le silence avait envahi la salle. Et elle pensait à la façon dont un seul instant peut changer le cours d'une vie entière. Comment le choix de se défendre, de ne pas accepter l'humiliation, de garder sa dignité même quand il aurait été plus facile de se taire, peut ouvrir des portes qui semblaient définitivement fermées. Olivier, dans son bureau au sommet d'un des immeubles qu'il avait construit, regardait la ville par
la fenêtre et pensait à la serveuse qui lui avait enseigné la leçon la plus précieuse de sa vie, que l'argent et le pouvoir ne définissent pas la valeur, que le respect ne s'achète pas, il se gagne, qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour être meilleur, pour choisir de faire la différence. Et tous deux, dans leurs espaces respectifs, portèrent la certitude que cette rencontre improbable entre deux mondes si différents n'était pas un hasard. C'était exactement ce dont ils avaient tous deux besoin, au moment où ils en avaient besoin. Parce que parfois, la vie nous met sur le chemin de personnes qui ne sont pas venues pour rester, mais pour nous enseigner, pour nous tendre des miroirs que nous devions voir, pour nous pousser dans la direction que nous aurions toujours dû suivre. Et Julie et Olivier apprirent que la véritable transformation ne commence pas par de grands gestes ou des changements radicaux. Elle commence par le courage de se regarder avec honnêteté, d'admettre ses erreurs, d'accepter de l'aide, de tendre la main quand c'est possible. Le vrai changement est silencieux, progressif, construit brique par brique à travers les choix quotidiens d'être meilleur que la veille, de traiter son prochain avec la dignité que nous aimerions recevoir, d'utiliser notre pouvoir, quel qu'il soit, non pas pour rabaisser les autres, mais pour les élever. Et à la fin, après tout le drame, toutes les larmes, toutes les peurs et les victoires, ce qui restait était simple et profond. Deux personnes qui étaient devenues meilleures parce qu'elles s'étaient connues. Deux vies qui avaient changé de cap parce qu'à un moment crucial, l'une avait eu le courage de se défendre et l'autre l'humilité d'apprendre. Ce n'est pas l'histoire d'un milliardaire qui a sauvé une pauvre serveuse, c'est l'histoire de deux personnes qui se sont sauvées mutuellement. Julie a sauvé Olivier de devenir un monstre complet, de perdre totalement son humanité derrière le pouvoir et l'argent. Olivier a sauvé Julie de renoncer à ses rêves, de se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Et tous deux se sont sauvés eux-mêmes, en choisissant, jour après jour, d'être des personnes dignes du respect qu'ils exigeaient des autres. En choisissant de grandir, de changer, d'évoluer. En choisissant de croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, à condition d'être prêt à faire le travail nécessaire pour que cela se produise. La vie a continué pour tous les deux. Julie a publié plusieurs livres, formé des dizaines d'étudiants, traduit des œuvres importantes de la littérature japonaise en français. Elle est devenue une référence dans son domaine, une conférencière recherchée, une mentor pour de jeunes chercheurs. Mais plus importante encore, elle est devenue un exemple vivant que peu importe d'où l'on vient ou combien de fois la vie nous fait tomber, il est toujours possible de se relever et de se reconstruire. Olivier a continué dans les affaires, mais a complètement transformé sa façon d'agir. Il est devenu connu non seulement comme un homme d'affaires prospère, mais aussi comme un philanthrope sincère et un défenseur de pratiques commerciales éthiques. La Fondation Lefebvre avait déjà changé la vie de centaines de personnes, offrant non seulement des bourses d'études, mais aussi de l'espoir et des opportunités. Et toujours, quand quelqu'un lui demandait ce qui l'avait motivé à changer, il racontait l'histoire d'une serveuse courageuse qui lui avait appris que la dignité ne se vend pas et que le respect ne s'achète pas. Il racontait la nuit où il était absolument certain de remporter un défi et où il avait finalement été vaincu de la plus belle des manières, non par la force ou le pouvoir, mais par la compétence, la connaissance et par-dessus tout, la dignité. Et Julie, quand on lui demandait comment elle avait réussi à surmonter tant d'obstacles et à réaliser ses rêves, parlait de l'importance d'accepter de l'aide quand elle est offerte sincèrement, de la façon dont l'orgueil ne doit pas être confondu avec la force, et que reconnaître que l'on a besoin de soutien est un signe de sagesse, non de faiblesse. Mais surtout, tous deux parlaient de l'importance de ne jamais renoncer à être humain, de ne jamais permettre que les circonstances, les difficultés ou même le pouvoir et l'argent nous transforment en quelque chose de moins que ce que nous pouvons être, de toujours choisir la gentillesse, le respect et la dignité, même quand il serait plus facile de choisir la voie opposée. Car en fin de compte, ce qui nous définit n'est pas ce que nous possédons, le pouvoir que nous exerçons ou la position que nous occupons. C'est la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous offrir en retour. C'est si nous gardons notre humanité, même quand personne ne regarde. C'est si nous choisissons de construire des ponts ou des murs, d'élever ou de rabaisser, d'aimer ou de haïr. Et Julie et Olivier ont choisi de construire. Ils ont choisi d'élever. Ils ont choisi d'aimer, non pas au sens romantique, mais au sens le plus large et le plus vrai du terme.
S'aimer assez pour changer. Aimer leur prochain assez pour faire une différence. Aimer la vie assez pour profiter de chaque opportunité de croissance qu'elle offre. C'est leur histoire. Une histoire qui a commencé par l'humiliation et s'est terminée par la rédemption. Qui a commencé par la douleur et s'est terminée par la croissance. Qui a commencé avec deux étrangers de mondes complètement différents et s'est terminée avec deux personnes meilleures, plus sages, plus complètes. Et s'il y a un message dans cette histoire, il est simple mais puissant. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tôt pour se défendre. Il vaut toujours la peine de choisir la dignité plutôt que le conformisme. Il vaut toujours la peine de croire que nous pouvons être meilleurs que la veille. Parce que la véritable transformation ne se produit pas en un seul grand moment. Elle se produit dans des milliers de petits choix quotidiens. Et chacun de nous a le pouvoir de faire ses choix, d'écrire notre propre histoire de changement et de croissance. L'histoire de Julie et Olivier n'est qu'une parmi des millions. Mais elle est réelle, profonde, et c'est un rappel que nous avons tous la capacité d'impacter des vies, de faire une différence, de laisser le monde meilleur que nous ne l'avons trouvé. Il suffit de choisir de le faire. Il suffit d'avoir le courage de commencer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Julie et Olivier a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de transformation, de dignité et de rédemption, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le courage de Julie en acceptant le défi, la transformation d'Olivier, ou la leçon sur la dignité et le respect qui imprègne tout le récit? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et émouvantes comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous rappellent le pouvoir que nous avons de changer et de faire la différence. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une autre histoire qui touchera vos émotions et vous fera réfléchir sur la vie. D'ici là, et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour être la meilleure version de soi-même.